Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Vous êtes en compagnie de moi-même, Michel Iradukunda. Les experts et les investisseurs du secteur commercial considèrent le marché commun africain comme une solution pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, même si les institutions financières sont tenues de simplifier leurs modalités d'octroi de prêts afin de les soutenir. Plus de précisions avec Patrick Nyelidanti. Les statistiques du ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom en sigle, montrent que 68% de petites et moyennes entreprises, PME en sigle, ont accès au crédit, dont 46% empruntent auprès d'institutions informelles, tandis que 22% d'entre elles bénéficient des prêts accordés par les institutions financières, notamment des banques. Certaines entreprises nées au Rwanda ont la possibilité de bénéficier du soutien financier d'organisations externes et de se développer, tandis que d'autres se voient refuser l'accès aux institutions financières et font faillite. En Afrique, 70% des petites et moyennes entreprises, PME, font faillite dans les 2 ans. En plus de 53 000 d'entre elles ont fermé entre 2023 et 2024, faute de soutien financier. John Bosco Kalisa, membre du Conseil des petites et moyennes entreprises du Rwanda, affirme que l'obstacle à l'accès aux prêts auprès des institutions financières est le système qui rend la tâche difficile aux jeunes et aux femmes. Les experts et les investisseurs du secteur commercial considèrent le marché commun africain comme une solution pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, même si les institutions financières sont tenues de simplifier leurs modalités d'octroi de prêts afin de les soutenir. L'Institut rwandais de médecine légale a demandé aux juges d'utiliser les preuves médico-légales lors de leur investigation afin de prendre toute décision afin d'améliorer la qualité de la justice rendue. Pour arriver à ce résultat, l'Institut rwandais de médecine légale a organisé ce lundi une formation qui s'inscrit dans le cadre d'une session de formation destinée aux professionnels de la justice. Les détails avec Patrick Nyelidanti. Cette formation vise à renforcer les capacités du système judiciaire à analyser, comprendre et utiliser les preuves médico-légales lors de procès. Le juge affirme que l'utilisation accrue de preuves médico-légales dans les tribunaux permettra de faire la lumière sur des affaires potentiellement entachées d'irrégularité. Les preuves comprennent des analyses d'ADN, des empreintes digitales, des documents, de balles, des stupéfiants et des scènes de crimes. Ce sont quelques-uns des éléments présentés aux tribunaux pour améliorer l'administration de la justice fondée sur les preuves médico-légales. Le directeur de l'Institut rwandais de médecine légale, lieutenant-colonel à la retraite, Charles Karangwa, affirme que les juges nourrissent de grandes attentes par rapport à cette formation. Et les juges seront dotés de la capacité de pouvoir formuler leurs demandes, mais aussi de pouvoir interpréter les rapports de l'expert à la Cour. Parce que, vous savez, la science forensique, c'est vraiment toute nouvelle. Et tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde ne peut pas utiliser le rapport de l'expert. Il faut que maintenant nos juges soient équipés de la capacité, des connaissances, de pouvoir formuler leurs demandes, mais aussi de pouvoir interpréter les rapports de l'expert et présenter à la Cour. C'est vrai que les prestations d'ADN et d'autres prestations forensiques ont été utilisées, mais il y a des fois où le juge, parce qu'ils ne comprennent pas et ne les utilisent pas, ils mettent de côté. Mais il est vrai qu'ils ont d'autres rapports d'investigation, mais le juge peut décider soit d'utiliser le rapport scientifique produit par un expert, mais alors il peut utiliser d'autres rapports d'investigation. Mais alors notre ultime objectif de pouvoir doter de la capacité à eux de pouvoir prendre une décision
qui n'est pas biaisé. Soit il prend la décision de l'utiliser, il doit suivre les standards, soit il prend la décision de ne pas l'utiliser parce qu'il y a d'autres éléments qui convaincants. Mais c'est à eux de choisir, mais qu'ils le savent délibérément et qu'ils sachent que le rapport d'un expert, ça peut aider et ça peut être comme la colonne vertébrale de la justice au Rwanda. L'Institut rwandais des médecines légales indique qu'entre 2018 et 2024, il a fourni plus de 90 000 éléments de preuve dans des affaires jugées par les tribunaux rwandais. Le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI du Maroc a indiqué apprécier le pas franchi par le Rwanda dans l'unité et la réconciliation malgré le passé sombre du génocide perpétré contre les Tutsis. Il indique que le Rwanda devrait se servir d'exemple à d'autres pays en matière de coexistence pacifique. Il exhorte également les croyants à contribuer à la paix et au développement humain. Il s'agit tout simplement, et les musulmans ont compris le message moral de leur religion, ils seront toujours au service de la paix. Et c'est ce qu'on leur demande. Et d'ailleurs, le message est valable pour toute l'Afrique, puisque normalement, les Africains sont des peuples très diversifiés, certes, mais qui ont toujours hérité d'un esprit de paix et de coexistence pacifique. Je crois que maintenant, le Rwanda est un cas très positif à étudier, c'est un exemple à méditer. Bien sûr, il faut beaucoup d'écrits, il faut avoir aussi le courage d'affronter son passé, mais ça ne doit pas nous bloquer, ça doit être un tremplin pour l'avenir et surtout pour regarder l'avenir et enseigner ça aux générations et aux jeunes, leur apprendre qu'on doit aimer son pays, on doit le protéger, on doit protéger la diversité, protéger l'être humain, protéger la société dans la paix. Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas d'avenir sans la paix et sans l'aide aussi. L'aide, une société, c'est un équilibre. Je crois que la politique telle qu'il est suivi par le Rwanda est un exemple de ce type-là. Le secrétaire de la Fondation Mohamed VI a indiqué aussi que les croyants en général doivent emboîter le pas des autorités du Rwanda pour surmonter le passé qui a endeuillé le pays. Un message que selon lui concerne aussi les autres pays africains. Il s'agit de définir les fondamentaux de la paix, parce que le rôle des religions, c'est gérer la paix, c'est être au service de l'autre, c'est gérer les conflits, mais d'une façon géniale, c'est-à-dire préserver la paix. De ce côté-là, l'originalité, c'est que nous sommes dans un pays qui a connu un génocide, qui a connu des contraintes et qui a réussi à surmonter les difficultés. Donc le cas du Rwanda est un cas unique à étudier, c'est un exemple à suivre et le pays, le Rwanda, est devenu un cas pour tous les autres pays africains qui doivent l'imiter et dire que, quelles que soient les difficultés, l'avenir doit être toujours meilleur. On doit profiter de nos insuffisances, de nos faiblesses et les regarder, mais voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Et je crois que le Rwanda est un pays exemple. Nous l'avons cité, nous avons dit aussi que c'est un exemple pour toute l'Afrique. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais le principal élément, c'est que la religion doit être au service à la fois et de la paix et du développement humain. Sans cela, la religion ne jouera pas le rôle qui lui revient. Alors, normalement, le message s'adresse d'abord aux musulmans et il faut s'ouvrir, il faut avoir la main dans la main et pour préserver cette paix.
Les fondamentaux aussi sont défendus par notre fondation qui est présidée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui est commandeur des croyants. Et je crois que les relations entre Sa Majesté et Son Excellence le Président sont des relations excellentes et exemplaires et de coopération. Je suis ici aussi pour Rwanda pour témoigner de cette volonté du Royaume du Maroc pour une coopération fructueuse dans l'intérêt des deux pays. Cela fait 20 ans que l'organisation Partners in Health, spécialisée dans l'octroi des services et soins de santé et de bien-être et de la population, est présente au Rwanda. La population des districts de Kayonza et Kirehe en province de l'Est se félicite du travail réalisé par l'organisation. La célébration du 20e anniversaire a été marquée par la visite de certaines activités de ces organisations, opérant notamment à l'hôpital de Rwinkwavu, situé en district de Kayonza. Les invités à la célébration de 20 ans ont visité divers services offerts dans ces hôpitaux, constaté les réalisations des partenaires d'Incu Mutsemba et planté des arbres à la mémoire du fondateur de Partners in Health, Paul Farmer. Les responsables de Partners in Health Rwanda ont indiqué que l'organisation a pour mission d'aider le Rwanda à concevoir, construire et mettre en œuvre un système de santé de classe mondiale qui fournit des services équitables, accessibles et de haute qualité à tous. Temps à venir, si Dieu nous prête vie, nous voulons continuer à décentraliser la santé. Nous voulons faire en sorte que tous les hôpitaux, les 3 hôpitaux où nous travaillons, soient des hôpitaux universitaires pour que les leçons que nous avons apprises dans notre mise en œuvre des interventions de Partners in Health puissent continuer et la collaboration avec le ministère de la Santé et toutes les universités du Rwanda puisse continuer. Nous voulons amener la radiothérapie à Butaro et nous voulons aussi continuer à amener des équipements de labo. Selon le centre de santé mentale de Kinyinya Kigali, 40% des personnes qui entrent en consultance médicale sont des enfants de moins de 18 ans. Le centre encourage les parents à faire soigner très tôt leurs enfants souffrant de troubles mentaux car cela augmente les chances de guérison. Les détails avec Patrick Militanti. Hanka est une mère rencontrée dans un centre de santé mentale par Arabie, centre de santé situé à Kinyinya, ici dans la ville de Kigali, qui explique qu'elle soigne son fils de 18 ans qui souffre de troubles mentaux depuis 1 mois. Cependant, même après l'avoir amené à l'hôpital, certaines personnes lui disent encore que son fils est possédé par des esprits maléfiques ou qu'il a été ensorcelé. Ils nous disent que l'enfant a été ensorcelé à l'école ou qu'il est sous l'emprise des mauvais esprits. On nous dit qu'il a besoin de soins et de prières. Je crois que toutes les personnes qui ont été confrontées à ce problème savent de quoi je parle. Ndakaisenga Dinamo, responsable au centre de santé mentale de référence de Kigali, explique que les troubles mentaux chez les enfants sont principalement dus à un manque de soins à l'adolescence, ce qui explique que 40% des patients traités au cours de l'année écoulée étaient des enfants de moins de 18 ans. Je peux dire que nous avons reçu un nombre important de jeunes adolescents, 600 au total. La plupart d'entre eux, c'est pour la première fois dans un tel centre. Et ce sont des filles. Ce directeur révèle certains signes indiquant qu'un enfant souffre de problèmes et de maladies mentales. Chaque parent devrait y prêter attention. La société rwandaise est de plus en plus sensibilisée sur cette question. Les Rwandais soignent de plus en plus leurs proches dans des centres spécialisés. Ceci a été rendu possible grâce à une sensibilisation efficace sur cette question de santé et de la nécessité d'obtenir des soins des spécialistes. Un autre point positif est la proximité des soins de santé mentale encore plus proche de la population. La communauté doit apprendre à déceler assez tôt les signes avant-coureurs des problèmes de santé mentale afin que les personnes atteintes puissent bénéficier des soins à temps.
Une étude menée par le Centre biomédical du Rwanda, Arabici en sigle et en anglais, en 2024, montre que 55% des jeunes et des enfants âgés de 10 à 24 ans souffrent de problèmes de santé mentale. Cependant, le nombre de personnes hospitalisées reste encore jeune. Ouverture à Kigali ce lundi d'une formation de dirigeants des écoles supérieures militaires du continent africain qui se tiendra au Rwanda jusqu'au 24 juillet courant. Le chef d'état-major général des forces armées rwandaises de défense, le général Mubarak Muganga, qui a officiellement lancé cette formation, a souligné que cette formation constitue une excellente occasion pour le continent d'examiner ensemble les stratégies liées au maintien de la paix et de la sécurité. Cela intervient alors que le continent africain, est confronté aux nombreux défis sécuritaires qui exigent une collaboration étroite entre les organes sécuritaires de tous les pays du continent. D'après certains Rwandais, mais aussi les personnes dénommées médiateurs, la révision de la loi régissant les comités de médiation, certaines de ces dispositions doivent être modifiées car devenues obsolètes, notamment celles qui stipulent que les affaires traitées par les médiateurs ne doivent pas dépasser 3 millions de francs rwandais. Le récit de Patrick Nyirindandi. Les médiateurs rendent justice aux populations locales depuis plus de 20 ans. Cependant, ils soulignent souvent que la disposition les excluant du champ d'application des affaires de plus de 3 millions de francs rwandais devrait être révisée. Ceux qui sollicitent l'aide des médiateurs affirment que cette disposition est obsolète car le prix de l'immobilier a largement été multiplié depuis sa mise en place. Lutazibwa Jean Bosco, médiateur en cellule Busanza, c'est un district de Gichukiro, dans la ville de Kigali, exerce ce métier depuis 15 ans. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se présentent avec des affaires de plus de 3 millions de francs rwandais et nous leur disons que nous ne pouvons pas traiter leur cas ou les défendre. Nombre d'entre elles se précipitent alors vers les tribunaux, où la procédure est longue et coûteuse. Les bureaux des médiateurs interviennent au niveau local, notamment au niveau des cellules et des secteurs. Le secrétaire exécutif de la cellule Busanza affirme que, grâce à leurs actions, les médiateurs ont considérablement réduit le nombre d'affaires portées devant les tribunaux. Sans les médiateurs, les citoyens comparaîtraient constamment devant les tribunaux. Mais la question est désormais débattue. Le ministère de la Justice indique qu'entre 2011 et 2024, les comités de médiation ont résolu plus de 54 000 affaires. S'ils avaient été portés devant les tribunaux, il aurait fallu au moins 30 ans pour les résoudre. Frank Mugabo, chargé d'analyser la justice décentralisée au ministère, affirme que la loi régissant les comités de médiation est en cours de révision. Nous avons déjà commencé à analyser la loi. Nous espérons qu'elle sera révisée d'ici 2 ans afin de la mettre à jour. Les médiateurs sont convaincus que la révision de cette loi permettra de résoudre certains des obstacles auxquels ils sont confrontés, notamment ceux liés à la valeur des affaires qui sont autorisés à entendre. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.